Salut tout le monde, Simon Servant de retour avec vous pour une dernière série de vidéos et non la moindre. Après tout ce travail, des mois de travail acharné, d'efforts, de visionnement, d'observation et d'opinion, je vous présente aujourd'hui la première partie de mes 3 vidéos concernant mon top 32 final des meilleurs espoirs en vue du repêchage 2024 qui aura lieu dans quelques semaines. 32 espoirs qui ont réussi à s'élever au-dessus de la mêlée par rapport aux 170 espoirs que j'ai regardés cette année. Il y en a beaucoup là-dedans où ça a été des visionnements, quelques visionnements, et ensuite de ça, on les a quand même laissés aux oubliettes un petit peu, mais il y en a plusieurs qui se sont battus dans le top 64, dans le top pour le top 32, pour le top 10 même. Puis finalement, j'ai décidé de les répertorier comme ça, puis je vais vous les présenter. Donc, comme je le mentionnais, en 3 vidéos, donc de 32 à 22, 21 à 11, et ensuite de ça, le top 10. Ce qui va nous mener évidemment au repêchage par la suite, qui aura lieu le 28 juin, si ma mémoire m'est fidèle, le vendredi 28 et samedi 29, ou quelque chose dans ce genre-là. Donc oui, beaucoup de travail, comme je le mentionnais, beaucoup de travail aussi pour le guide. Donc ça a été un peu plus long avant que je sorte mes vidéos, même si le top 32 est déjà public en fait. Si vous allez sur ma page, en fait mon Twitter, Sim Servant, il est déjà là avec le nombre de visionnements, les rangs du classement de juin 2023, du préliminaire et du mi-saison, et évidemment le classement final. Mais moi je suis pas du genre à juste lancer une liste comme ça et après, on lance ça dans les airs comme ça, mais je veux expliquer pourquoi ces joueurs-là sont là, pourquoi tel joueur est en avant d'un autre ou tel joueur est plus bas qu'un autre. Donc, c'est la raison pourquoi je fais ce genre de vidéos-là qui sont un peu longues, mais je sais que j'aime mieux en faire plus long puis vraiment donner le plus de contenu possible. Qu'est-ce que moi j'ai pensé de ces joueurs-là, que de juste y aller avec des observations très sommaires. Là. Il est grand, il est gros, puis il patine bien. Fait que c'est ça. Je vais essayer de développer un peu puis de donner mon opinion par rapport à ce que j'ai vu aussi cette année. Et ça va être ça. Donc, top 32, finale. On commence avec la première partie, 32 à 22. Encore une fois, merci d'avoir été là pour toute la saison. C'est la seule intro que je vais faire. Les autres vidéos, après les 2 prochaines, ça va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, merci encore d'avoir été là cette année. Quelques petits changements à la chaîne l'année prochaine, un peu mineurs, mais quand même. Mais, je vous remercie beaucoup, puis on se laisse avec la première partie de mon top 32. Au numéro 32, l'attaquant Marek Vanacker, un attaquant de... Bon là, j'ai pas les... Là, je vais pas avoir les mensurations à jour. Parce que le combine vient d'avoir lieu, donc on a eu des mensurations à jour. Malheureusement, là, on va encore se fier à ce que j'avais à ce moment-là. Attaquant des Bulldogs de Brentford, de 6 pieds, 165 livres. Un espoir que j'ai regardé, que j'ai quand même regardé un petit peu en début de saison, puis il avait retenu mon attention, puis je pense que c'est surtout son flash offensif qui m'avait beaucoup intéressé au début. C'est un gars qui a d'excellentes mains, très agile avec la rondelle, capable de manœuvrer dans des espaces restreints, de déjouer des défenseurs, en fait des joueurs adverses, que ce soit à partir de sa zone, dans la zone neutre, évidemment dans la zone adverse. Il y a une facilité à garder cette rondelle-là sur sa palette. Donc ça m'avait beaucoup accroché dans mes premiers visionnements. Puis c'était pas quelque chose c'était pas un joueur au début qui me faisait penser qu'il allait être dans mon top 32. Mais tranquillement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'attaques dans son jeu, de la créativité. Il n'avait pas peur d'aller vers les S-Ouest, du style S-Ouest, pour se trouver des options pour changer un peu la dynamique de la contre-attaque, de la relance. Ou sinon, il pouvait utiliser sa vitesse aussi. Il allait directement nord-sud, attaquer les défenseurs, puis il attaque beaucoup le filet. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de Vanacker, c'est que les occasions qu'il a en rapidité, il les amène vers le centre, il les amène vers le filet. Ce qui fait en sorte que
il va se donner une belle option pour prendre un tir. Puis si jamais il y a de l'appui, ensuite de ça, il est assez intelligent pour essayer en fait, pour réussir à un peu déjouer les défenseurs et ramener ça ensuite de ça à un coéquipier à la pointe ou tout simplement ramener ça à un coéquipier qui s'amène aussi en vitesse à gauche ou à droite. Donc je pense que c'est un peu une facette du jeu de Vanacker qui est beaucoup ressortie de mon côté cette année. Puis il est bon en sortie de zone aussi, justement. Donc c'est un peu ce qui lui permet de se lancer beaucoup à l'attaque, c'est qu'il il vient appuyer les défenseurs. Ensuite de ça, il contribue à cette sortie de zone-là. Puis ensuite de ça, bien évidemment, il utilise ses mains et sa vitesse pour vraiment essayer de créer du dommage, surtout en transition. J'ai trouvé, au début de la saison, défensivement, je le trouvais pas mauvais. Mais personnellement, moi, je l'ai trouvé impliqué. J'ai l'impression que peut-être c'est pas tout le monde qui ont cette vision-là de Vanacker, vision défensive. Mais moi, j'ai trouvé que défensivement, il était impliqué, s'imposait le long des bandes quand même. C'est pas quelqu'un qui est très violent, mais sauf que il se place bien pour récupérer les rondelles, pour protéger les rondelles. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement eu froid aux yeux devant les contacts. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé de son côté parce que je me dis si jamais il ajoute un 15-20 livres, mettons il s'amène à 180-185, cette capacité-là qu'il a quand même à travailler le long des bandes, même si c'est pas élite, même si c'est pas à un niveau excellent, un peu comme Beckett Seneca, disons, je pense que ça va s'améliorer encore plus. Donc, il y a déjà une très bonne base, puis en ajoutant du poids, ben ça ne peut que passer à un autre niveau tant qu'à moi. Donc, de ce côté-là, j'ai trouvé qu'il faisait quand même du bon travail, puis il est quand même intelligent, puis comme je parlais tantôt, de venir soutenir les défenseurs, je pense que c'est quelque chose aussi qui le caractérise par moment. Oui, évidemment, il y a des petits manques de couverture. Des fois, il est un peu... ça arrive qu'il est mou aussi, là. C'est pas parfait dans son cas. Mais moi, je trouve que la base, elle est quand même bonne du côté de la défensive. Donc, de mon côté, Vanacker, je le vois quand même à être efficace en défensive. Et là, il amène ensuite de ça toute cette attaque-là. Il a un bon moteur, puis il est vraiment impliqué. Puis quand la rondelle est installée dans sa zone, dans la zone offensive plutôt, ben là, à ce moment-là, c'est beaucoup d'intelligence, il y a de la créativité. Il n'a pas peur de garder la rondelle 1 ou 2 secondes de plus pour ouvrir des options. Donc, je trouve qu'il compétitionne beaucoup, puis il y a une bonne drive tant qu'à moi. Donc ça, c'est quelque chose que Vanacker... je pense que dans la Ligue nationale, peu importe le trio qu'il va avoir, les mains, ça va t'amener à quelque part, mais c'est d'avoir aussi cette intensité-là, ou en fait, ce désir de vouloir contribuer à l'attaque. Je pense que Vanacker est là. Donc ça, c'est des facettes de son jeu que je vois aussi passer à un autre niveau au fur et à mesure qu'il va prendre de l'expérience. Il a joué au Top Prospect Game, justement, au mois de janvier. Il était en compagnie de Raoul Boilard, son trio, puis les deux ils ont été quand même très bons, puis Boilard encore mieux, évidemment, parce qu'il a été nommé le joueur le plus utile de son équipe. En fait, le meilleur joueur de son équipe pour ce match-là, si je me souviens bien. Donc, ça avait bien fonctionné dans ces deux-là. Boilard a un centre plus intelligent, donc je pense que Vanacker, ça lui permet vraiment de laisser parler son talent. Puis... je pense que c'est un peu le genre de joueur aussi que je vois pour aider Vanacker à progresser dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, d'avoir un centre vraiment plus responsable que Vanacker va pouvoir aider en défensive, mais qu'après, quand la rondelle est sur sa palette, là, l'attaque pourra se créer. Il va pouvoir vraiment avoir plus d'espace pour manœuvrer. Donc de ce côté-là, du côté de Vanacker, je pense que ça a été bénéfique d'avoir un Boilard au centre. Au U18, il a été un peu plus comme joueur de 4e trio, 13e attaquant, en guillemets. Donc, ça a été un peu plus compliqué. J'ai appris entre les branches. Ben, en fait, j'ai lu entre les branches qu'il avait peut-être été blessé un peu. Donc, peut-être ça explique aussi un rôle un peu plus diminué. Moi, personnellement, je le vois dans un middle six dans la Ligue nationale, peut-être 2e trio, 3e trio, parce que beaucoup de talent, évidemment. Beaucoup de créativité.
Je pense que c'est là que ça peut venir l'aider parce qu'il y a assez de talent pour venir complémenter un peu n'importe qui. Surtout des joueurs de talent, évidemment, mais mettons un joueur un joueur de centre qui est plus responsable, qui est capable de créer de l'espace, un gros joueur de centre. Je pense que Vanacker, à ce moment-là, ça serait tout désigné. Mais deuxième, troisième trio, moi, c'est ce que je vois de lui. J'ai l'impression qu'il y a il y a une bonne projection. Il y a du travail à faire, évidemment, comme tout le monde, mais je pense qu'il s'est distancé, surtout pour sa fin de saison aussi. Puis il a bien joué dans les séries également. Il y a des gens qui disaient que il bénéficiait un peu de Florian Jacquet. En tout cas, premièrement, ils n'ont pas joué tant que ça ensemble, mais deuxièmement, surtout en deuxième moitié de saison, je pense que Vanacker, il rendait tout le monde meilleur. Donc, c'était pas vraiment à cause de Florian Jacquet que ça allait bien. Je pense que Vanacker, il avait son gros mot à dire de ce côté-là. Donc, c'est mon numéro 32 pour cette vidéo-là. C'est lui qui lance les hostilités là, pour le top 32. Au 31e rang, ça va être quand même assez court. C'est Adam Jiricek qui malheureusement est blessé depuis le mois de janvier. Puis lui, c'est sûr que la blessure n'a pas aidé, puis sa chute, à un moment donné, a commencé à être un peu brutale, entre guillemets. Là. Il est parti de 13 à 21 à 23 à maintenant 31. Puis du côté de Jiricek, je pense que je voulais quand même m'accrocher un peu parce que l'année passée, on a vu beaucoup de flashs, de beaux moments offensifs. On a vu un petit peu de physicalité, un patin fluide. Puis ça a été un peu malheureux qu'ils connaissent un mauvais début de saison, mais jusque-là, tu te dis début de saison, c'est correct. Des fois, ça prend un peu de temps avant d'avoir ton rythme. Puis t'as un gars qui avait joué aussi dans la Extraliga, donc il comprenait peut-être que c'était un peu plus compliqué, mais j'ai trouvé qu'il y avait de la difficulté défensivement. J'ai trouvé qu'il était pas capable de générer de l'attaque, il était pas capable de venir s'insérer un peu dans les endroits qui étaient libres. Je pense qu'il y a eu de la misère à s'imposer aussi physiquement, en guillemets. C'est pas un gros gabarit, Jiricek. Il est grand, mais il est pas si costaud que ça, mais il était quand même bon pour ce genre de jeu physique-là, de petites mises en échec, de jeu le long des bandes. Puis ça a été difficile pour lui de s'imposer en début de saison. Puis on s'attendait à ce que justement au championnat mondial de hockey junior, ça sert un peu de tremplin pour lui, qui se remette en forme justement pour une deuxième moitié de saison au cours de laquelle il pourrait revenir en force justement et puis monter dans les classements. Puis malheureusement, il s'est blessé dès le premier match. Donc ça a été difficile. Mais comme je le mentionne, je veux m'accrocher un peu à ce que j'ai vu d'Jiricek. Puis c'est un peu par réputation, là. Je vais être bien honnête, là. Il est encore dans mon top 32 juste parce qu'il y a eu une certaine réputation. Puis j'aurais pu appliquer le même visionnement le même raisonnement pour Aaron Kiviario qui lui est sorti de mon top 32, mais je pense que Jiricek, avec son gabarit qui est à 6 pieds 2, 170 environ, je pense qu'il y a plus de chances de réussir. Je pense qu'il y a plus de chances de passer à avoir une transition un peu plus simple de l'Europe, donc dans son cas la Tchéquie, la République tchèque, jusqu'à la Ligue américaine et la Ligue nationale. Je pense qu'il est un petit peu plus stable aussi défensivement que Kiviariou. Plus stable que David Jiricek aussi, son frère. Donc, il y a quelque chose qui me fait en sorte que je maintiens Adam Jiricek dans dans ce range-là, mais au 31e rang. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à gratter de son côté, mais que la blessure est vraiment venue le contrecarrer les plans un peu, puis vraiment le laisser dans une situation un peu difficile où il ne pouvait pas vraiment se faire valoir. Donc de mon côté, c'est ça. Ça va être de voir aussi de son côté dans la Ligue nationale si au repêchage, en fait, si d'autres équipes vont le laisser glisser aussi par manque de visionnement ou manque d'information.
Mais tu sais, moi j'ai peur que dans le cas de Jiricek, ça fasse un peu comme Tristan Luneau, c'est que à son année de repêchage, ça a été difficile, il baisse un peu, puis ensuite de ça, l'année suivante, cette année, dans le cas de Luneau, disons, là, il explose, puis en fait, c'est même il y a 2 ans, Luneau, mais ça fait 2 années de suite du côté de Luneau. Mais à son année de repêchage, ça avait été un peu plus compliqué. On semblait voir qu'il avait stagné, puis finalement, ça a été l'année d'après, il a montré qu'il était digne d'un choix de première ronde. Puis, donc, j'ai hâte de voir du côté d'Jirichek. J'ai peur, pas que Jirichek se fasse sélectionner tard. Je pense qu'il y a des équipes qui vont le sélectionner avant. Mais j'ai peur qu'il y en a beaucoup qui se mordent les doigts, justement, en l'ayant laissé passer par manque d'informations, puis de se rendre compte après que, ouais, finalement, ce gars-là, il était top 15, top 20. Donc, ça sera à surveiller, mais oui, donc dans le cas d'Jirichek, 31e rang, puis je pense encore qu'il a un talent de première ronde malgré tout, mais c'est ça, ça aurait été le fun qu'il se blesse pas, puis qu'il joue toute la saison. Ça aurait été le fun pour nous, mais ça aurait été le fun surtout pour lui, donc ouais, ça va être ça pour la suite des choses, on va vérifier. Donc au 31e rang, Adam Jirichek. Au 30e rang, Jet Luchenko, et Jet Luchenko, je pense que ça a été l'espoir le plus constant selon moi cette année, ou en fait un des plus constants, là, je vais le dire comme ça. À tous les matchs que je regardais de lui, puis ça c'est un peu de ma faute parce que j'ai commencé à regarder des matchs un petit peu sur le tard de son côté, c'était plus vers mois de novembre. Puis c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec un gars comme Jet Luchenko parce que il est tellement bon sur la patinoire dans tous les petits détails, tout ce qu'il fait sur la patinoire, ça aide son équipe, ça aide à faire progresser le jeu, ça aide à maintenir la rondelle en zone offensive, ça aide les défenseurs à faire sortir la rondelle du territoire. Il est quand même, il est physique, il bloque des tirs, un bon bâton, des bons jeux, il est intelligent sur la patinoire. Il commet pas beaucoup de revirements. C'est vraiment un joueur qui fait attention à la rondelle, mais qui fait attention aux détails. Puis on en a déjà vu plusieurs des joueurs comme ça au fil des années. Puis Ethan Gauthier, c'en est un en particulier qu'on avait beaucoup aimé récemment parce que justement, c'est ça, c'est les petits détails qui font en sorte que ces joueurs-là, tu peux facilement les projeter dans la Ligue nationale. Est-ce qu'ils vont être des joueurs de premier trio? On ne le sait pas. C'est une possibilité. Les chances peut-être sont un peu plus minces, mais est-ce que ça va être des joueurs de la Ligue nationale? Évidemment, c'est là qu'on est un petit peu plus... on est content de voir ces joueurs-là dans notre équipe parce qu'on sait qu'ils vont nous en donner à leur plein potentiel puis à leur plein l'effort maximal. Puis Jet Luchenko, c'est exactement ça. Travailleur acharné, bon en échec avant, se replie aussi. Tu sais, il y a d'assez bonnes mains pour garder la rondelle sur sa palette, effectuer des feintes, trouver des coéquipiers. C'est un joueur qui, défensivement aussi, les petites sorties le long de la bande, les bonnes passes pour justement créer cette contre-attaque-là. Puis tu sais, c'est pas nécessairement le plus gros Jet Luchenko. Je pense qu'il est 5 et 11, 180 ou dans ce coin-là. Mais il va au contact, il va près du filet, dans l'enclave et c'est vraiment c'est pas une petite peste, mais c'est un joueur dérangeant. C'est un joueur qui, à toutes les fois qu'il est sur la patinoire, c'est pas évident de jouer contre un joueur comme ça. Moi, je l'ai un peu comparé à Blake Coleman. Puis là, évidemment, Blake Coleman vient de marquer 30 buts, donc ça, c'est quelque chose qui... Je pense pas que Luchenko, s'il marque 30 buts, ça va vraiment peut-être être des buts un peu plus travaillés parce que il n'y a pas nécessairement un tir foudroyant là, qui va démolir les mailles du filet, mais c'est un gars qui, je pense, est bon pour créer des jeux. Donc,
fabriquer des jeux, utiliser sa vitesse, déranger avec les bâtons puis tout ça. Donc c'est un peu ce que je voyais de lui. Puis je pense que c'est un peu le prototype parfait de troisième centre, si tu veux. Genre de joueur qui va venir donner un peu de répit aux deux premiers centres. Tu sais, mettons, on se met dans la situation du Canadien, là, Suzuki et Dach, les deux premiers centres, disons. Ces deux-là, tu peux les mettre dans des situations un peu plus avantageuses offensivement pour laisser Luchenko vraiment marquer les meilleurs joueurs adverses ou vraiment matcher le premier trio. Donc, il y a ça. C'est un peu ce que je vois de son côté. Ce genre d'appui-là dans une équipe qui a déjà quand même des centres à caractère offensif où tu veux vraiment les laisser s'exprimer. Je pense que Luchenko, il est tellement intelligent puis il est capable de remplir ce rôle-là de shutdown puis de travailler fort puis de vraiment être tenace puis créer de l'attaque aussi en même temps pour justement aider son équipe. Au U18, si vous avez regardé le U18, il était en compagnie de Tidge Iginla et Ryder Ritchie, qui a été, selon moi, le trio le plus complet du Canada. Évidemment, bon, tu sais, McKenna avec Martin et bon, là, il y a eu McQueen aussi. Puis ce trio-là a produit beaucoup de points, mais du côté vraiment jeu d'ensemble, Luchenko au centre avec Iginla et Ritchie, je pense que ça a été un trio fantastique. Puis ça a été une belle chimie entre ces trois-là parce que les trois on joue avec un pace élevé. Les trois ont de très bonnes mains. Puis les trois amènent ça au filet. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu savais qu'il y avait des choses qui allaient se produire ou au moins il allait avoir des occasions près du filet avec ces trois gars-là. Donc, je pense que Luchenko, avec son travail défensif, il a encore plus libéré un gars comme Iginla qui est capable de jouer défensivement, mais où il est encore plus efficace lorsqu'il transporte la rondelle en vitesse aussi. Donc c'est vraiment, on a vu l'ensemble de l'œuvre du côté de Luchenko dans ce tournoi-là, mais c'était aussi comme ça auparavant, puis pendant la saison. Donc 30e pour moi, Jet Luchenko. Il aurait pu monter peut-être de 5, 6 rangs s'il y avait eu un petit peu plus de touches de finisher, un petit peu plus de touches de marqueur, mais puis peut-être si j'avais aussi regardé un peu plus tôt, j'avais commencé à regarder ces matchs un peu plus tôt, je pense que il aurait monté dans mon classement, mais 30e, je pense que c'est un très bon choix, puis c'est un joueur à considérer vraiment pour dans ce range-là, tant que moi, puis il y a peut-être des équipes qui vont l'avoir encore plus haut, donc un joueur super plaisant à regarder, vraiment pour le style de jeu professionnel et sérieux. Donc, Jet Luchenko, 30e sur ma liste. Au 29e rang, le petit frère de l'autre, Cole Hudson. Cole Hudson qui... tu le regardes jouer, Cole Hudson, puis tu vois quand même du Lane Hudson dans son jeu. Dans la façon dont il bouge, dans la façon dont il manœuvre avec la rondelle, dans la façon dont il est un peu agile, il échappe à un peu la pression des petits tourniquets, des petits jeux, un peu de finesse sur la ligne bleue, les jeux un peu de... les mains aussi, de belles feintes, il est capable de travailler avec attaquer des défenseurs ou des attaquants avec des belles feintes, puis ensuite de ça, remettre la rondelle à des coéquipiers. Il vient bien s'insérer aussi dans les deuxièmes vagues, un peu comme Lane le faisait. Puis je pense que c'est... Moi, ce que j'aime beaucoup de Cole Hudson, puis c'était un peu la même chose de Lane Hudson, c'est que peu importe le rythme de jeu, il est capable de jouer dans ce rythme-là. Donc, si on doit hausser le niveau de jeu pour les contre-attaques, pour les relances, Lane Hudson est capable de faire cette première passe-là. Il est capable de transporter cette rondelle-là, puis de pousser le tempo un peu, puis de transporter la rondelle à travers la zone neutre pour l'amener en zone offensive. Donc, pour moi, Cole Hudson, il a cette capacité-là et cette facilité-là de le faire. Mais si on doit un peu abaisser le rythme, on doit profiter de certains espaces, on doit attendre un peu des mouvements de défensifs ou des choses comme ça, ou ouvrir des zones défensives, des 1-3-1, des choses comme ça. Je pense que
Cole Hudson a aussi cette capacité-là pour garder la rondelle sur sa palette, pour vraiment bouger, utiliser, faire des petits give and go, puis justement venir s'insérer à l'attaque ensuite de ça. C'est un gars qui a une bonne créativité avec la rondelle, évidemment. Puis tu le vois surtout en avantage numérique. C'est un corps arrière, encore une fois, comme Lane Hudson l'était. Il est capable d'amener des rondelles au filet, mais sinon, il est capable d'utiliser la boîte, il est capable d'utiliser les espaces devant lui, de justement aussi se donner peut-être ce step-là avec des petits mouvements latéraux. Donc, je pense que Cole Hudson, il y a peut-être un peu cette meilleure touche de patin-là que Lane avait. Mais je pense que c'est plus dans la vitesse de ses mouvements. Pas nécessairement dans la vitesse, là, on part de ligne bleue à une autre, puis qui est le plus rapide. Je pense que c'est plus les mouvements rapides qui font en sorte que Cole réussit à peut-être se distancer un petit peu de Lane de ce côté-là. Puis Cole, il est quand même bon défensivement aussi, entre guillemets. Peut-être meilleur qu'encore une fois que son frère. Mais je pense que il y a certaines facettes du jeu de Lane Hudson qui étaient supérieures. Donc la façon dont il s'abaissait un peu pour protéger la rondelle, pour absorber certains contacts. Puis la façon aussi dont il travaillait avec le bâton. Je pense que Cole, c'est plus dans le positionnement un peu qui est plus efficace. Les batailles devant le filet, c'est un peu compliqué aussi. Les batailles le long des bandes, c'est aussi un peu compliqué. Même s'il est un petit peu plus gros. Donc je pense qu'il y a... Tu vois à quel point le Cole Hudson a un prototype encore une fois de ce puck-moving defenseman, le défenseur qui fait progresser le jeu. Puis d'un coup que la rondelle est installée en zone adverse, que ce soit un avantage numérique à force égale, c'est là où ils laissent parler leur talent puis leur créativité. Puis moi, j'ai trouvé cette année que Cole Hudson, ça avait été des montagnes russes un peu sa saison. Je pense qu'il y a eu des matchs où ça s'était bien passé, d'autres matchs où vraiment on voyait qu'il était pas capable de générer quoi que ce soit. On voyait qu'il n'était pas un facteur en tant que tel. Puis de mon côté, ça m'a laissé un peu tiède. J'ai eu de la misère. Au début, même, je pensais que Galvis était meilleur que lui. Là, ensuite de ça, j'ai vu des bons matchs. Là, j'ai hésité à le faire sortir de mon top 32. Bref, ça a été, je me suis tiraillé un peu avec Cole Hudson. Puis finalement, au U18, il a solidifié sa place dans mon top 32. Parce qu'il a été non seulement extraordinaire à l'attaque, avec des joueurs de talent, évidemment, mais ça, c'est correct, c'est le programme. Il était avec les joueurs de talent aussi pendant la saison, mais défensivement, il a aussi été très bon. Une petite touche un peu plus physique, un petit peu moins risqué. Donc ça m'a vraiment plu de son côté. Mais ce qu'on reproche un peu à Lane Hudson, en fait, c'est pas ce qu'on reproche, c'est la projection qu'on donne de Lane Hudson, où est-ce qu'on se dit qu'il va avoir des défis physiques, il devra améliorer sa défensive, devra améliorer son coup de patin. Je pense que Cole Hudson, c'est les mêmes choses. Donc, si toi, tu penses que tu peux aider, tu penses que le Canadien, même chose que le Canadien avec Lane Hudson, il pensait que le talent était élite, mais qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient corriger, eux, en tant qu'équipe. Je pense que ça s'applique aussi à Cole Hudson. Donc, moi, je le verrais vraiment pour maximiser son potentiel. Ça serait plus un défenseur de troisième paire qui viendrait jouer sur ton deuxième avantage numérique. Peut-être ton premier, même si vraiment tu veux te laisser aller avec sa créativité. Mais pour valider une sélection de fin de première ronde, je pense que ça serait un peu les conditions que Cole Hudson devrait avoir. Mais néanmoins, dans ce range-là, puis on l'a vu, le profil là, de Lane, je pense que ça nous sécurise un petit peu de voir que Lane Hudson a été capable de bien progresser dans la NCAA, puis dans les 2 matchs qu'il a joué dans la Ligue nationale, il était capable de créer de l'attaque, il était capable d'utiliser sa vision, ses mains, malgré beaucoup de problèmes physiques, quand même, beaucoup de problèmes défensifs qu'on a vus dans ces 2 matchs-là, mais on a vu qu'il y a quelque chose à travailler. Donc peut-être que ça nous sécurise dans le fait de voir Cole Hudson comme un choix de première ronde. Sinon, deuxième ronde comme son frère, je pense
pense pas que c'est très scandaleux tant qu'à moi. Au 28e rang, Ryder Ricci. Et puis Ryder Ricci, ça, c'en est un autre aussi qui a manqué une bonne portion de la saison. Il s'est blessé, je pense qu'il a manqué 30 matchs ou une vingtaine de matchs en tout cas cette année. Ça a pris du temps avant qu'on le revoie. Puis Ryder Ricci, ça avait bien commencé de son côté parce que je trouve qu'au Linka, il s'était vraiment bien... il avait bien sorti. Oui, il voulait faire beaucoup de points. Puis lui, on voyait un peu ce désir-là de bien paraître peut-être devant certains recruteurs. Mais il était plus impliqué. Il allait un peu plus au filet. Évidemment, il était créativité. Il utilisait ses mains. Puis il était dangereux avec la rondelle sur sa palette. Puis, quand je l'ai revu en saison dans la Ligue de l'Ouest, la WHL, j'ai trouvé que j'avais pas vu le même joueur. Donc là, j'étais un peu entre deux chaises de son côté. On voyait le talent, on voyait les habiletés à prendre la rondelle et amener ça dans le centre, déjouer un petit serpent un peu, déjouer deux joueurs. Ensuite de ça, utiliser cet espace-là pour ramener la rondelle dans l'enclave où il pouvait trouver des coéquipiers. J'ai pas trouvé qu'on avait vu ça dans la Ligue de l'Ouest. Puis, en série, c'est là que c'est revenu. Fait que là, j'étais encore un peu entre deux chaises. C'est que là, ce que j'avais vu avec les Raiders pendant la saison, ça m'avait moins impressionné. Puis, il avait baissé justement au 30e rang dans mon classement de mi-saison, au moment justement où il y avait eu sa blessure aussi. Puis ensuite de ça, en série, ça s'est revenu. Donc, tu sais, c'est Ricci, c'est un joueur qui a d'excellentes mains. Donc, il te met sur tes talons comme défenseur ou comme joueur adverse. Puis là, il te force là, comme défenseur à prendre une décision. Est-ce que j'y vais physique avec lui? Est-ce que je me recule? Comment je fais ma couverture avec peut-être un autre gars qui s'en vient, un de ses coéquipiers qui s'en vient à côté? Puis c'est là que Ricci est solide parce que si jamais tu recules, il y a un très bon lancer pour envoyer ça au filet. Si tu l'attaques physiquement, il est assez agile pour se faufiler, te faire une feinte, un petit inside-out ou quelque chose de ce genre-là, t'es dans la brume. Puis si jamais tu te compromets un peu trop de l'autre côté, il est capable d'amener ça au filet, Ricci. Donc, c'est il prend les décisions, il est capable de lire les décisions des défenseurs dans la majorité des cas, surtout en série, c'est ce que j'ai vu. Et ensuite de ça, de ramener ça à son avantage un peu, puis d'exploiter un peu ce que la défensive lui donne. Donc pour moi, ça, Ricci, ça a été une de des facettes de jeu dans laquelle il a été très bon. Puis en avantage numérique, évidemment, c'est là aussi qui est dangereux parce que oui, il est capable de servir de superbes passes puis de bien utiliser ses coéquipiers, mais son lancer aussi est assez violent. Donc, il devient un peu un dual threat, comme on appelle. C'est une double menace. C'est que là, tu dois respecter son tir, mais en même temps, tu dois respecter ses passes aussi. Sa façon dont il peut rejoindre des coéquipiers. Donc là, ça devient aussi un peu plus compliqué à le couvrir dans ces moments-là. Je pense que Ricci, j'ai trouvé son attaque quand même excellente cette année. En fait, je vais dire très bonne. Là. Peut-être que la blessure a peut-être un peu changé sa façon dont sa peut-être projection de points. Il y avait un point par match environ cette année. Peut-être que s'il s'était pas blessé, il avait gardé le rythme, il aurait peut-être été capable d'aller chercher peut-être du 80 points en 65, 64, 66 dans ce coin-là des matchs. Donc, j'ai l'impression que la blessure a peut-être coupé un peu son rythme. Parce qu'en série, on a vu qu'il a été bon. Puis, comme j'en parlais avec Luchenko, c'est que là, au U18, les trois ont été excellents. Puis même lui, il s'est impliqué dans sa zone défensive parce que, tu sais, Ricci, je trouvais que par moment,
on dirait qu'il suivait pas toujours bien le jeu. Et on dirait que des fois, il voulait tellement couvrir du monde que là, il se mettait à couvrir un ou deux gars. Puis là, il couvrait personne finalement. Il était un peu comme une poule pas de tête. Donc, je pense que là, en défensive, avec Luchenko et Iginla, je pense que ça a rendu la tâche un peu plus simple à Ricci défensivement. Puis on dirait que ça l'a peut-être motivé un peu plus en même temps de vraiment s'impliquer puis essayer de vraiment de faire du travail dans sa zone, même si c'est un plus petit gabarit, Ricci, à 6 pieds 170 environ. Donc, c'est pas, c'est un gabarit qui est standard, là, mais c'est juste que des fois, en zone défensive, quand tu dois vraiment te battre pour des rondelles avec des défenseurs à gros gabarit ou que tu es en fond de zone puis tu as des gros joueurs de centre, des gros alliés qui sont là. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai trouvé que Ricci avait réussi à se démarquer un peu de ce côté-là. Je pense que c'est un gars... Ricci, pour moi, c'est un play driver, puis j'ai l'impression que dans la Ligue nationale, sur un troisième trio, encore une fois, avec des joueurs peut-être un petit peu plus responsables défensivement, ça permettrait à Ricci de vraiment avoir la rondelle sur la palette, de pousser le tempo, d'amener ça vraiment avec rapidité en zone adverse. Puis là, c'est là ensuite de ça où il pourrait créer des choses offensivement. Puis en même temps, ça serait pas obligé d'être ton premier gars en repli. Donc ça lui faciliterait un peu la tâche. C'est pas impossible que peut-être qu'il développe beaucoup d'attaques puis qu'il se rentre dans un top 6, mais c'est ça. Je pense que plus, mettons, troisième trio, disons que ça serait peut-être une projection un peu plus sécuritaire de son côté, mais un gars qui va vraiment transporter la rondelle puis qui va vraiment mettre l'attaque de ce trio-là sur ses épaules. Donc, c'est un peu ce que je vois de mon côté de Ryder Ricci, que j'ai 28e. Au 27e rang, le défenseur Ben Danford des Generals d'Oshawa. Ben Danford, un joueur qui m'a plu tout au long de la saison. Puis il m'a pas plu à cause de ses prouesses offensives et son jeu incroyable dans le territoire adverse. C'est vraiment sa stabilité en défensive qui m'a beaucoup intéressé. Puis surtout, bon, je vais commencer par le début, là. Je vais commencer par son jeu défensif. Parce que du côté, dans les premiers matchs que j'ai regardés cette année, avec les Generals d'Oshawa, qui avait quand même Morelli et Seneca à regarder aussi. Donc c'était Danford m'a tombé dans l'œil rapidement. C'est un défenseur qui est excellent dans sa zone. Il est rapide, il est mobile, contrôle bien le gap, utilise bien son bâton, récupère des rondelles, utilise un peu son gabarit pour protéger les rondelles. Puis c'est pas, encore une fois, lui non plus, c'est pas un gros gabarit, mais en fait, c'est un gabarit, encore une fois, un peu standard, à 6 pieds 180 environ. Mais il y a une bonne technique, il y a une bonne agilité. Il est quand même physique dans le sens qu'il démolit pas tout le monde, mais capable de sortir les épaules, capable de piner les... Je vais utiliser le terme, là, de pousser les joueurs adverses contre la bande, utiliser son bâton, vraiment être tannant de ce côté-là. Devant le filet aussi, je trouve qu'il est un peu sneaky, il lève les bâtons, il se positionne quand même devant, des petits doubles échecs. Je trouve qu'il fait un bon travail de ce côté-là. Puis ça a été le cas pour Danford pendant toute la saison. Ça a été difficile de le déborder, ça a été difficile de revenir au centre. Il utilisait bien son bâton, il t'amenait dans l'entonnoir. Je pense que le défenseur shutdown là, typique, je pense que Ben Danford, c'est ça de mon côté. Puis à partir de la deuxième moitié de saison, puis j'en avais parlé dans notre classement de mi-saison, j'ai trouvé que l'attaque venait un peu plus. La première passe, elle était meilleure. Quelques petites percées offensives de temps en temps. Quelques rondelles, un peu plus de rondelles au filet. En même temps, un peu plus de patience peut-être avec la rondelle aussi quand c'est installé. Peut-être une créativité. On dirait que c'est dégêné un peu. Puis ça
ce qu'on a vu dans cette deuxième moitié de saison-là, en série, ça a été encore mieux. Donc déjà, il y avait le côté défensif qui était très bon. Là, il a comme développé un peu cette attaque-là, puis là, il a amené ça même à un autre niveau en série, puis c'est pas pour rien, puis c'est pas juste à cause de lui, là, mais tu sais, les Generals se sont rendus en finale, c'est quand même, tu sais, il y a eu une part de responsabilité aussi à jouer dans ça, dans ces succès-là, de par son jeu défensif, mais aussi, il est venu un peu aider l'attaque. Puis je pense qu'en série, même, il a été un petit peu plus. Il s'est approché un peu plus du filet adverse. Il a utilisé un peu plus l'espace qui était devant lui, près des cercles de mise en jeu. Il a décoché un peu plus de tirs. C'est pas un tir dévastateur, Ben Danford, mais un bon tir des poignets quand tu as de l'espace, quand tu rentres dedans là, en vitesse. Tu sais, c'est quand même pas facile pour les gardiens d'arrêter ça. Donc, du côté de Danford, c'est vraiment ça qui m'a. Qui est ressorti pendant toute la saison. J'avais pas eu le choix de le monter jusqu'au 27 parce que justement, ce que j'avais vu du début de la saison, je trouve que ça s'était amélioré à la fin de la saison. Donc pour moi, ça m'a vraiment un peu conforté dans ma projection de numéro 4, peut-être un défenseur numéro 4 qui vient jouer sur qui va jouer sur des avantages numériques que tu vas pouvoir utiliser pour marquer des éléments offensifs de l'autre côté dans l'équipe adverse. Donc, je pense qu'il viendrait stabiliser ton top 4. Sinon, au pire, tu sais, troisième paire, il ajoute de la profondeur. Il n'y a rien de mal à ça, tant qu'à moi. Donc, du côté de Ben Danford, c'est ça. Puis, petit fait à noter, quand ils ont joué contre London, en finale, les Generals ils ont joué contre les Knights de London en finale. Ils ont perdu les deux premiers matchs 8-1 et 9-1. Ben Danford, dans le premier match, il a été -1. Puis dans le deuxième match, il a été +1. Donc imaginez, là, il y a eu 17 buts qui se sont marqués. Je pense qu'il y en a eu 6 en avantage numérique. Donc ça, on les enlève tout de suite de l'équation, là, les plus et moins. Donc il y a 11 buts qui ont été marqués pendant les deux premiers matchs-là par les Knights. Puis Ben Danford, il a été sur la glace pour un seul but. Puis il a été +1 dans l'autre match parce qu'il a marqué lui, que c'est lui qui a marqué le but. Donc, quand même, ça vous donne un peu aussi le genre de gars défensivement que c'est. C'est que, tu sais, même dans les varlopes, il est capable de ressortir positivement. Puis évidemment, ils ont perdu pareil. Là, les Knights, les Generals, ils ont perdu en 4, mais quand même. Je voulais le noter parce que j'ai fait le saut un peu quand j'ai vu ça. Puis pour moi, ça montre à quel point Danford est solide en défensive. Puis même, le but, en même temps, c'est un témoignage aussi de sa progression offensive, peut-être, parce qu'il a fini les séries avec 4 buts. Puis il en avait marqué juste un cette saison dans la Ligue de l'Ontario. Donc Ben Danford, 27e rang pour moi, un défenseur que j'aime beaucoup puis que je pense qu'il a bien progressé cette année. Donc à suivre pour lui pour la suite des choses. Au 26e rang, Nikita Artamonov, le Russe qui jouait avec Anton Silayev avec Torpedo. Puis c'était quand même particulier parce qu'on parlait beaucoup de Silayev qui, bon, il était sur un rythme record au début de l'année puis ainsi de suite. Mais Nikita Artamonov, pendant ce temps-là, il ramassait des points lui aussi. Là, et c'était quand même impressionnant de le voir aller dans la KHL pour un jeune. Tu sais, un jeune joueur comme ça qui joue dans une équipe qui était quand même pas pire, qui était quand même bonne. Lui, il a réussi à ressortir positivement parce que je pense qu'il y a un bon mélange de talent, d'énergie. Il est capable de jouer un peu comme un grinder, mais il est capable aussi d'utiliser ses mains, son talent en général. Donc, c'est un peu... pour moi, Artamonov, c'est vraiment un cas particulier chez les Russes qu'on observe d'habitude au repêchage parce que quand ils jouent dans la KHL, ces jeunes-là, d'habitude, ils jouent pas beaucoup. Puis, ça a été le cas pour Yurov, ça a été le cas pour
Ben même Mishkov, avant de passer à Sochi, il jouait pas tant que ça. Même chose, c'est Demidov. Il jouait dans la MHL cette année parce que quand il a joué un peu dans la KHL, il jouait presque pas. Donc ça a été particulier de voir Tamanov avoir ce temps de glace-là, puis vraiment en profiter. Je trouve que déjà, il y a de très bonnes mains qui peut l'amener vers le filet, qui peut l'amener à sortir d'espace restreint, sortir du coin. Je pense qu'il combine ça avec une vitesse aussi, une bonne vitesse qui peut mettre les défenseurs sur les talons, qui peut mettre les défenseurs, en fait, il peut les déjouer tout simplement, puis ensuite de ça, surtout en les débordant, disons, là, à l'extérieur. Ensuite de ça, il peut ramener une rondelle dans l'enclave, il peut ramener une rondelle au filet, envoyer une rondelle au filet. Il peut utiliser sa créativité, faire le tour du filet, puis remettre ça à la pointe, remettre ça dans le centre, peu importe. Donc, je trouve que Artamonov, il a cette qualité-là offensive qu'on a beaucoup vu dans la MHL. J'ai l'impression que dans la KHL, des fois, il essaie d'être un peu plus stable, faire moins commettre d'erreurs, puis ça, c'est correct. Mais en MHL, vraiment, on l'a vu aussi à temps, vraiment au complet, là, même il trichait un petit peu plus dans la MHL, là, parce qu'il était quand même, là, on lui demandait vraiment d'être un générateur de points, alors que dans la KHL, on lui demandait vraiment de, oui, va à l'attaque, mais en même temps, faire attention un peu à ce qui se passe sur la patinoire. Mais Artamonov, j'ai trouvé, il y avait beaucoup d'énergie, je trouvais qu'il fonçait au filet. Il était un peu tannant, il faisait reculer les défenseurs, ou quand il arrivait dans l'enclave, il forçait les défenseurs à venir le bousculer un peu. Venait mettre un peu de chaos dans le filet, devant le filet, dans l'enclave. Je trouve que c'était un joueur qui était quand même capable de s'impliquer aussi un peu physiquement. En échec avant, bon bâton aussi. Donc, puis c'est un autre gars aussi qui connecte bien avec ses coéquipiers, des petits give and go, des petits jeux un peu plus simples, mais qui font progresser l'attaque. Donc moi, de mon côté, Artamonov, c'est ce style complet-là qui m'a un peu plus intéressé. Puis je pense que sa deuxième moitié de saison, elle a été un petit peu plus difficile. Il jouait un peu moins, peut-être un petit peu moins d'occasions. Puis évidemment, Torpedo faisait leur push aussi pour les séries. Donc, je comprends que des fois, c'est plus facile de tasser le petit jeune de 17-18 ans dans ce temps-là. Mais je pense qu'Artamonov, il avait quand même montré certaines qualités déjà, un jeu un peu nord-sud, un jeu un petit peu plus tenace, qui faisait en sorte que il ressortait quand même dans les matchs, même si c'était pas un producteur de points, même s'il faisait pas de points en tant que tel. Donc j'ai l'impression de le voir, je le regarde un peu comme un complément un peu de middle six peut-être, un joueur, ou en fait peut-être que tu peux le faire jouer un peu partout dans la formation. Si tu as des blessés ou tu as besoin d'amener un peu d'énergie, tu déplaces un gars pour le faire jouer sur ton top 6. Je pense que c'est quelque chose qui peut ressortir de son côté Artamonov. Puis c'est impressionnant aussi parce que la KHL, c'est quand même une des meilleures ligues au monde. Puis il a réussi à se faire valoir, puis il a réussi à obtenir quand même des points aussi, puis à montrer qu'il avait sa place dans cette ligue-là. Donc pour moi, la projection dans la Ligue nationale se fait un peu plus facilement, en guillemets, parce que on a vu une certaine substance dans la KHL. Donc tu te dis, il est capable déjà de jouer contre des hommes. Dans la Ligue américaine, c'est un peu plus physique, mais il a quand même la capacité d'être tenace puis d'être tannant. Donc, la projection me semble un petit peu... Le parcours me semble un peu plus tracé. Puis ce qui est intéressant, évidemment, d'Artamonov, c'est qu'il est capable de jouer en avantage numérique, mais en désavantage numérique aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce désir-là d'être impliqué dans sa zone, d'être impliqué pour bloquer des jeux ou à faire avorter des jeux. Donc, pour moi, Artamonov, c'est là où il est peut-être un petit peu plus haut qu'un gars comme Ricci ou qu'un gars comme Luchenko. Je pense que Luchenko, il aurait pu vraiment rentrer dans cette conversation-là. Je pense que quelques petites choses qui ont été un peu à son désavantage, mais je pense qu'Artamonov, c'est
c'est ce genre d'attaquant-là un peu plus complet qui va venir aider ton équipe. Donc au 26e rang, Nikita Artamonov, un ailier de Torpedo dans la KHL, qui a eu quand même une bonne saison pour son âge. 25e rang, Henry Muse, le défenseur des 67s d'Ottawa. Henry Muse qui a été, selon moi, un des bons défenseurs offensifs de ce repêchage-là. Une bonne mobilité, une bonne façon de travailler sur la ligne bleue, une bonne façon de relancer l'attaque, de vraiment faire progresser le jeu avec des bonnes passes où il est capable de transporter la rondelle aussi. Je pense que c'est un gars qui fait un peu monter le rythme aussi du jeu de temps à autre, mais c'est un gars qui est quand même il est patient avec la rondelle. Je pense que des fois, ça lui prendrait un petit peu plus d'urgence pour faire sortir la rondelle de son territoire. Parce que ou de relancer l'attaque en tant que telle. Mais ça lui est arrivé de monter ce rythme-là de jeu, de vraiment pousser avec de bonnes longues premières passes, de lui-même aussi amener cette rondelle-là, au moins en zone neutre, de la transporter, puis ensuite de ça, de faire une passe à un coéquipier, puis que lui, ensuite de ça, il continue aussi sa progression vers la zone adverse. Donc, il y a quelque chose dans le jeu de Muse, dans son attaque, dans son intelligence à trouver des options en zone offensive, sa façon aussi de se déplacer pour ouvrir un peu plus les lignes de passe ou les lignes de tir. Je pense que c'était quelque chose qui ressortait beaucoup de son côté, Henry Muse, en tout cas en ce qui me concerne. Son tir des poignets, je trouve que sans nécessairement être... C'est pas dans la lignée des Carter Yakemchuk, mais je trouve qu'il place bien, c'est précis. Je trouve qu'à l'attaque, en avantage numérique, évidemment, c'est là aussi où il ressort. Il est capable de bien lire le jeu, il est capable, encore une fois, d'exploiter certaines lignes de passe, certains mouvements de la boîte. Donc, ça, du côté offensif, pas grand-chose à redire, évidemment, outre des fois peut-être le rythme un petit peu plus élevé, ça serait intéressant, mais sinon, je pense qu'à l'attaque, ses statistiques le prouvent à quel point il a été bon. Je pense qu'il a marqué une quinzaine de buts, une soixantaine de points. Donc ça, c'est bon. Je pense que c'est un peu plus l'aspect défensif qui vient déranger. Puis pas tant... En fait, c'est pas nécessairement défensivement le problème. Je trouve qu'il y a quand même il gère bien l'espace devant lui, le gap en tant que tel. Lorsque de la transition, il patine bien. Donc, tu sais, nécessairement, avec le bâton aussi, il lit bien ce qui se passe. Je trouve que dans son positionnement général, sur le jeu défensif, je pense qu'il fait du bon travail, mais le gros problème, c'est que je le trouve soft, tout simplement. C'est que Henry Muse, il aurait plus intérêt à se battre en fond de territoire, à donner, être violent à la limite devant le filet, des doubles échecs, de brasser un peu la cabane des joueurs devant lui, même le long de la bande. Parce que, tu sais, Henry Muse, c'est pas un petit garçon, là, quand même. Encore une fois, il est 6 pieds 1, 185. Tu sais, c'est un gabarit qui est quand même bon, là, pour un défenseur. Fait que, tu sais, t'as besoin d'avoir un peu plus cette méchanceté-là de son côté. T'as besoin d'avoir un petit peu plus de désir d'aller faire mal à ton adversaire. Parce que tu veux pas que quand les joueurs sont installés dans ta zone, que ça soit le petit pool party, là, puis que personne se fait mal. Faut que ça soit un petit peu plus mean, faut que ça soit un petit peu plus difficile à jouer puis à rentrer dans le territoire. Puis je pense que Muse, c'est là qui devient un peu plus... ça devient un peu plus difficile de le projeter plus haut. Je pense, je le vois comme peut-être un 4, mais il doit devenir un peu plus physique pour vraiment solidifier un rôle de top 4.
Puis c'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'il développe, même si c'est quand même compliqué des fois à développer ça. Il faut que tu l'aies en dedans de toi. Là. Mais au U18, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Il est bien ressorti pour le Canada. Je pense que sans nécessairement être plus mean, je pense qu'il a été un petit peu plus engagé, entre guillemets, impliqué. Puis à l'attaque, il a fait son travail aussi. Je pense que dans la finale, ça a été un de ses meilleurs matchs pour l'aspect offensif. Beaucoup de jeux de transition, beaucoup de bonnes premières passes, bonne patience avec la rondelle. Donc je pense que contre les États-Unis, ça a été un match au cours duquel je pense qu'il a été un petit peu plus. Il y a eu des allures un peu plus d'un défenseur de top 4, un défenseur que tu veux avoir dans ces moments-là. Puis il avait fait ça aussi en série d'ailleurs. Là, en toute honnêteté, quand même, les matchs que j'ai vus en série des 67, je trouvais que Muse, il avait l'air un petit peu plus prêt à jouer dans ces moments-là de pression, puis dans ces moments-là un peu plus difficiles. Donc, chapeau à lui pour ça, mais il va devoir m'en montrer plus. En fait, là, c'est sûr que là, il pourra pas m'en montrer plus, mais pour la suite des choses, j'espère qu'on va pouvoir en voir plus de son côté. Du côté de l'aspect physique, puis un peu plus de vraiment être prêt à jouer ce genre de match-là. Je vous laisse avec la phrase que je dis tout le temps, là, It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Donc, des fois, t'es pas le plus gros, mais sauf que t'as le cœur puis t'as l'intensité d'un gars de 6 pieds 4, 220 livres, même si tu mesures 5 et 9, tu pèses 175 livres. Donc ça, puis des fois, il y en a l'inverse, c'est ça. Ils sont gros et soft. Donc c'est ça. C'est dur à améliorer, mais je pense que Muse, le gros de son travail doit être fait là-dessus, parce que je pense que ça l'aiderait du côté défensif. Puis en étant meilleur défensivement, il devient un défenseur plus complet et une projection un peu plus facile dans la Ligue nationale. Numéro 24, c'est Tarik Parashak des Cougars de Prince George. Et Tarik Parashak, je vais le dire honnêtement, là, il y a beaucoup de personnes au début de l'année qui pensaient que c'était la réincarnation de Jésus là, parce qu'il produisait beaucoup. Puis sérieusement, moi ça m'a dérangé. Puis j'étais déjà pas un fan de Tarik Parashak. En fait, à ce moment-là, j'étais pas un fan de Tarik Parashak. Mais je pense que quand il a commencé à produire un peu moins, c'est là qu'il a été meilleur tant qu'à moi. Il a joué avec Zach Funk, qui est un excellent joueur offensif de la Ligue de l'Ouest. Il a joué avec Riley Hyde, qui est un des joueurs les plus talentueux de la Ligue aussi. Il a joué avec Andre Becker, qui est un autre, un gars aussi qui est tannant, qui fonce au filet, qui donne de l'espace. Donc Parashak, il a toujours été entouré de gars productifs qui lui facilitaient la tâche. Donc c'est sûr que les points allaient venir. Puis c'est correct. Mais où il s'est démarqué, c'est la compréhension de jouer avec ces joueurs-là. C'est que le jeu était dessiné d'une certaine façon, puis Parashak, il trouvait, lui, l'endroit où se positionner. Il trouvait la façon de se blottir, de se faire oublier. Quand il y avait la rondelle sur sa palette, ça dégainait rapidement. Il y avait une capacité de finition, il y avait une capacité de vraiment se positionner à des endroits où il n'était pas obligé de faire tout le travail, mais il finissait le travail. Puis ça, c'est des qualités qu'à un moment donné, tu dois respecter aussi. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça. Il a varié ses tirs, il faisait des feintes, il pouvait feinter pour tirer, il pouvait décocher des tirs sur réception, tirer des poignets, pourrait ramener ça du revers près du filet. Il a été vraiment capable de montrer un éventail de tirs, puis une certaine différence dans ses approches offensives qui faisait en sorte qu'il était dangereux lorsque la rondelle arrivait sur sa palette. Puis je pense qu'au fil de la saison, il a été aussi capable de s'impliquer un peu plus en fond de territoire, en fait même en pression. Il a été un petit peu plus capable de venir, sans nécessairement être physique, là, mais un peu plus dérangeant, d'avoir un peu plus cette ténacité. Puis
je pense qu'il est capable, justement dans son mouvement, dans sa façon dont il se positionne sur la patinoire, pour servir un peu d'appât, puis bouger la défensive adverse. Puis là, ça ouvre des ouvertures pour un gars comme Riley Heidt, mettons, ou Zach Funk, ou peu importe, Cohen Zimmer, name it. Puis à ce moment-là, Parashak, il devient un peu... Il réussit à avoir cette genre de mention d'aide-là fantôme parce qu'il a réussi à déplacer quelque chose. Il a déplacé un joueur, il a déplacé un peu de la défensive. Ça a créé une ouverture. Puis c'est quand il fonce au filet aussi que ça ouvre les options pour des gars comme ça. Un gars créatif comme Riley Heidt, quand que tu lui donnes une meilleure ligne de passe parce qu'il y a un joueur qui fonce au filet, c'est sûr qu'il va l'utiliser. Puis ça va être directement sur la palette. Donc, Parashak, c'est là qu'il y avait de la valeur tant qu'à moi. Puis, tu sais, on a parlé de son travail. Ben, en fait, on n'en a pas parlé, mais cette saison, on a beaucoup parlé aussi de ses capacités en avantage numérique comme marqueur, comme fabricant de jeu. Zach Funk, je pense que ça a été un des meilleurs marqueurs de la Ligue de l'Ouest en avantage numérique, sinon le meilleur marqueur. Mais faut pas oublier que Parashak en défensive, en désavantage numérique surtout, il a été vraiment bon, solide pour anticiper les jeux. Il a été vraiment solide pour profiter des revirements. Il était prêt à partir. Donc ça en est vraiment servi pour marquer des buts. Je pense qu'il a marqué 4 buts en désavantage numérique. Donc ça a vraiment été un dynamo offensif, mais en désavantage numérique. Puis finalement, il y a son gabarit qui est peut-être un peu le questionnement et en même temps, c'est plus son coup de patin qui devient un peu plus difficile à projeter dans la Ligue nationale parce que il est pas assez rapide dans le moi. Avec un gabarit comme ça, tu dois être un peu plus rapide, tu dois être un peu plus être capable d'avoir une certaine accélération, tu dois être capable de créer une certaine séparation. Puis je pense que c'est là le problème, c'est que oui, il se positionne bien, oui, quand la rondelle est dans le territoire, il est capable de finir les jeux, il est capable de s'impliquer pour que l'attaque reste en vie, mais quand elle part en transition, c'est peut-être là un peu que c'est difficile, mais tu sais, en série, je pense qu'en série, il a montré en tout cas dans les matchs que j'ai vus, il a montré qu'il était capable de rester dangereux en attaque. Il était capable de jouer malgré un jeu plus physique, malgré un jeu un peu plus serré, un peu moins d'avantages numériques. Je pense que Parashak a été capable de ressortir de match en match. Donc, tu sais, mettons, on dit qu'il améliore le patin. Je pense qu'il devient un bon complément pour un middle six. Puis pour moi, ben, ça mérite un genre de projection comme j'avais de Artamonov il y a quelques rangs, mais à la différence que je vois un peu plus d'attaque dans Parashak, plus de finition, donc c'est la raison pourquoi il est 24e. Au 23e rang, c'est l'attaquant des Spitfires de Windsor, Liam Greentree, un gros gabarit, lui, Liam Greentree. Puis c'est quand même impressionnant parce que il y a un gros gabarit, mais aussi ça vient avec une paire de mains assez spectaculaire quand même. C'est un gars... Tu sais, il y a eu des moments dans l'année où je me disais, ce gars-là, il pourrait sortir dans le top 10. Puis après, il y a d'autres moments dans la saison où je me disais, ouais, je le trouve pas toujours... Je le trouve pas toujours si intelligent que ça sur la patinoire, mais ça, c'est... Encore une fois, c'est juste peut-être mon observation. J'ai peut-être tombé sur des matchs où il était un petit peu moins impliqué. En fait, peut-être pas impliqué, mais qui est moins créatif, qui était moins capable de créer des choses à l'attaque. Mais tu sais, si on se fie juste premièrement à son gabarit, tu sais, il y a ce mélange-là de mains qui est impressionnant pour son gabarit. Puis, il y a aussi une capacité de protection de rondelles. Donc, en combinant les deux, il devient très difficile à contrer en attaque. Il devient très difficile à contrer quand il traverse la zone neutre, même si c'est pas un très bon patineur. Donc pour moi, juste de le voir
quand mettons, je me mets dans la peau d'un défenseur, puis là, tu le vois arriver sur toi, puis tu le vois baisser l'épaule un peu, ou tu vois sortir la jambe, ou... Tu sais, tu le sais que ça va être difficile. Puis il y a des bonnes mains, donc il peut ramener ça devant, il peut te surprendre, il peut décocher un tir rapide. Donc, tu sais, déjà ça, tu sais, il y a ça pour lui. L'avantage est déjà là par rapport à plusieurs défenseurs. Donc ça, on peut pas y enlever. Puis je comprends que c'est du junior, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui s'amène aussi dans la Ligue nationale. Tu sais, des mains, ça s'apprend pas tant que ça non plus. Là. Ben, ça peut s'apprendre, là, mais ça peut s'améliorer, disons. Mais tu sais, lui, il a de très bonnes mains, puis en plus de ça, il est capable de protéger la rondelle. Donc ça, ça se transpose bien dans la Ligue nationale. Du côté des Spitfires, il a pas été vraiment appuyé à l'attaque cette année, Greentree, puis les gens étaient, ouais, bah, tu sais, il a battu, il a eu plus de points que, genre 30 points de plus que le deuxième meilleur pointeur des Spitfires. Ben, ok, oui, ça, je comprends. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé que des fois, il était pas, il tentait beaucoup de jeux compliqués, puis ça a fonctionné quand même souvent. Puis je suis pas sûr que ça va continuer à fonctionner souvent dans la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Tu sais, beaucoup de passes, des petits tourniquets, des passes un peu du revers sans regarder, on dirait, ou des passes même à travers des bâtons, que tu te dis, ouais, tu sais, là, ça fonctionne dans le junior, des gars qui ont moins d'expérience, un petit peu moins de maturité, mais je pense que dans la Ligue nationale, c'est des jeux qui vont se faire bloquer. Puis je suis pas convaincu nécessairement que ces jeux-là qu'ils créaient, c'était vraiment à cause qu'ils étaient intelligents sur la patinoire ou à cause qu'ils voyaient vraiment qu'est-ce qui se passait devant. Je pense que oui, ils le voyaient, mais l'exécution, elle était un peu, je veux pas dire chanceuse, là, mais tu sais, elle était peut-être à un pourcentage un peu trop élevé de qu'est-ce que c'est d'habitude en réalité. Je sais pas si je m'exprime bien, mais dans la Ligue nationale, ce genre de jeu-là, je pense pas que ça va réussir tout le temps. Là, les petites feintes comme ça, les petits jeux. Donc, il devra simplifier son jeu, puis en étant un peu plus simple, j'ai l'impression qu'il va produire moins. Donc, tu sais, c'est un peu bizarre à comprendre, là, mais tu sais, dans le sens que je pense qu'à l'attaque, il a créé beaucoup de jeux à bas pourcentage qui ont fonctionné, mais qui étaient dangereux pour l'attaque. La défensive a de la misère à contrer, puis c'était près du filet. Alors qu'un jeu plus simple va peut-être t'amener moins de points parce que ça va pas être spectaculaire, ça va pas être difficile à contrer. Donc ça, du côté de Greentree, je pense qu'il y avait quand même cette touche-là, mais c'était un générateur offensif pour les Spitfires. Je pense que sans lui, là, il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient pas eu même des statistiques moyennes. Là, il était capable de marquer des buts, il était capable de fabriquer des jeux, il était capable de donner de l'espace à ses coéquipiers. Un avantage numérique, évidemment, ça passait aussi par lui beaucoup. Puis même comme tireur en tant que tel. Puis c'était un peu bizarre parce que là, il ressortait beaucoup avec des joueurs moins talentueux. Puis là, ensuite de ça, quand on l'a vu au U18, avec des joueurs qui étaient quand même bons, là, il a joué avec Maxime Massé notamment, puis on dirait qu'il y avait un peu plus de misère à ressortir. Donc c'était un peu... je trouvais ça particulier parce que comment tu fais pour être moins bon avec des joueurs qui sont bons? T'sais, est-ce que c'est le fait qu'il y avait moins la rondelle sur sa palette? Est-ce que c'est le fait... est-ce que c'est le patin? Y avait-tu de la misère à les suivre comme joueur je veux pas dire de soutien, mais pas nécessairement le gars qui avait toujours la rondelle sur sa palette, alors qu'avec Windsor, il y avait la rondelle sur sa palette. Donc, je sais pas. Ça a été vraiment une genre de dualité là, dans mes observations du côté de Greentree. Parce que je pense que il y aurait plus avantage à être un vrai marqueur, un gars qui fonce au filet vraiment pour voiler la vue des gardiens, pour faire dévier des tirs, pour être le dernier joueur à toucher la rondelle.
Parce que là, j'ai l'air de dire rien que des mauvaises choses sur Green Tree, mais non, au contraire, tu sais, c'est qu'il y a d'assez bonnes mains pour ramasser la rondelle près de l'enclave, près du filet, même au cercle, puis faire quelque chose avec la rondelle pour ramener ça au filet. Puis il est quand même assez bon aussi dans sa création pour remettre à des coéquipiers. Mais je veux pas que ça devienne son jeu premier. J'aimerais mieux qu'il devienne un gars qui finit les jeux que d'être le dynamo offensif à partir de sa zone, à partir de la zone neutre. Parce que j'ai pas l'impression que son patin va l'aider à atteindre ce potentiel-là dans la Ligue nationale. S'il améliore son coup de patin, à ce moment-là, oui, peut-être que comme gars qui contrôle la rondelle, qui a la rondelle sur sa palette, puis qui fait progresser le jeu de sa zone à l'autre zone, je pourrais le voir. Mais je pense que j'aimerais mieux qu'il devienne le complément de deux joueurs créatifs et rapides, puis que lui, il vienne s'insérer sur un deuxième trio, disons, puis d'être un gros marqueur de but, un gars qui va en marquer 30-35 dans la Ligue nationale. Puis même, tu sais, il serait encore plus efficace juste en amenant son coup de patin à l'autre niveau. Puis tu sais, il y a des gens qui l'ont comparé à Rutger McGroarty. Moi, de mon côté, je pense pas que Green Tree a cette intelligence-là pour connecter avec ses coéquipiers, pour orchestrer l'attaque vraiment, comme je le mentionnais, là, de zone à zone avec une ou deux passes, puis d'amener de changer la rondelle de côté. Il est à gauche, de faire une longue passe pour amener ça à droite, puis amener ça à 3 contre 2, 3 contre 3. On dirait que je le vois pas. Puis je trouve qu'il est pas mean aussi comme McGroarty. Je trouve que McGroarty, quand il va sur la patinoire, c'est sale. C'est beaucoup sale. C'est des mises en échec des fois à la limite de la légalité ou près de la tête ou des choses comme ça. Donc, tu sais, puis c'est correct, le Green Tree, il n'est pas obligé de faire ça, mais juste, je pense que le style est un peu différent, puis McGroarty, c'est pour ça que moi, je l'avais beaucoup plus haut, là. Parce que je pense que c'est un joueur intelligent qui est mine sur la patinoire, puis qui est capable de finir des jeux. Puis je veux que Green Tree, au moins, soit ce genre de joueur-là, sans nécessairement tout démolir. Finis les actions au filet, finis les jeux de tes coéquipiers, puis devient un gars de genre 30 buts, 50, 55 points, qui va se servir de son gabarit pour donner de l'espace, puis qui va se servir de son gabarit pour déranger devant le filet. Donc, ça sera à voir qu'est-ce que lui veut être. Est-ce qu'il veut être un genre de Barkov, là, puis là, moins le jeu défensif, évidemment, mais genre de gars un as de la protection de rondelles, qui crée de l'attaque de façon magistrale avec des feintes et des passes superbes, puis qu'il y a cette touche de finisher-là aussi, quand la rondelle est dans un espace d'une vingtaine de pieds du filet, ou est-ce que c'est ça? Il veut juste devenir un peu plus un sniper, entre guillemets, qui va faire la différence avec son lancer, puis sa capacité à trouver à ramener les rondelles, puis à déjouer les gardiens dans un espace un peu plus près du filet. Donc, ça sera à voir, mais c'est un joueur qui a monté dans ma liste parce que oui, le potentiel est là. Il y a un style un peu licorne, entre guillemets, là. Puis là, je veux pas dire ça. Des fois, on utilise ça à toutes les sauces, là, mais un style un peu plus prisé dans les nationales, de gros gars, gros gabarit, qui a quand même une touche de finesse en lui, puis qui serait encore plus dominant avec un meilleur coup de patin. Je termine pour cette première partie de vidéo-là avec le 22e joueur sur ma liste, Tanner Howe. Puis Tanner Howe, je pense que, tu sais, en toute honnêteté, je sais que je l'ai probablement trop haut par rapport à qu'est-ce qu'on voit là un peu dans les listes. Mais moi, personnellement, j'ai encore confiance en Tanner Howe. Peut-être un amour aveugle, mais je suis pas capable de le laisser se faire manquer de respect comme ça, parce que ça fait 3 ans là, que je regarde Tanner Howe, puis tu sais, on a entendu des choses comme quoi, ben oui, ben tu sais, Connor, il produisait à cause de Connor Bedard, puis mais il était pas là, Connor Bedard, cette année, puis Tanner Howe, il a été
pratiquement tout seul à créer des choses dans cette équipe-là, des passes de Regina. Puis, tu sais, pour un gars de ce gabarit-là, qui est à genre 5 et 10, 175, il joue vraiment comme un gros gabarit. Il est intense. Il est bon dans les 3 zones. Il est bon dans les 2 sens. Il fonce au filet. Il travaille fort dans les coins. Il n'a pas peur d'aller au contact. Il n'a pas peur de s'imposer. D'essayer de s'imposer physiquement. Il est un peu baveux même. Des petites poussées ici et là. Mais, il y a un style papier sablé, là, comme j'aime le dire, que j'aime beaucoup, puis qui vient quand même avec une dose de talent. Je pense qu'il y a un bon coup de patin en général. Je pense qu'il pourrait améliorer un peu plus ça pour le rendre un petit peu plus slippery, un peu plus évasif avec son gabarit, un petit peu plus d'agilité. Mais il y a beaucoup de talent aussi quand même. Il fait des petites feintes, il met les défenseurs adverses à contre-pied, il est capable de déjouer, ben en fait de les déjouer même aussi vers l'extérieur, vers l'intérieur. Il fait profiter beaucoup son talent de ses coéquipiers parce qu'il est capable de faire des petites passes dans l'enclave, des petites passes vraiment pour donner des tirs de qualité à ses coéquipiers. Surtout dans les courtes distances, là, disons. Là, les longues passes, des fois, peut-être c'est un peu plus compliqué, mais vraiment pour des passes d'une vingtaine de pieds, de trentaine de pieds, je l'ai trouvé efficace. Je trouve qu'il était un bon fabricant de jeu en général, puis qui était capable d'amener des rondelles au filet pour créer des jeux, mais aussi qui était quand même qui variait un peu de temps en temps. Il était capable d'utiliser la pointe, il était capable de ramener ça derrière le filet, puis d'essayer de changer un peu les looks en attaque. Puis tu sais, Hall, cette année, là, juste à titre informatif, il a marqué 28 buts cette année. Puis ça a été le meilleur buteur de son équipe. 28 buts, là. Tu sais, quand même, faut prendre ça en contexte, là, l'équipe qu'il y avait alentour de lui, là. 28 buts, là, c'est dans le junior. D'habitude, tu peux te ramasser 3e, 4e de ton équipe. Là, il était premier. Puis encore une fois, c'est ça. Il n'y avait pas Connor Bedard avec lui. Puis moi, je l'ai trouvé, tu sais, en avantage numérique, c'est sûr qu'il a quand même montré des facettes de son jeu intéressantes, dont la créativité un peu, une petite touche de fabricant de jeu, ça c'est sûr. Mais en désavantage numérique, il a été vraiment bon aussi. Je pense que c'est le bâton, encore une fois, c'est l'anticipation, c'est l'agressivité des fois sur les défenseurs. En fait, la pression rapide des fois sur les défenseurs ou même sur les joueurs qui viennent un peu s'insérer dans l'enclave. Je pense qu'il était bon pour lire le jeu en général. Puis, tu sais, de le voir prendre un peu l'attaque sur ses épaules comme ça cette année, ça fait juste me dire que dans une situation un peu plus avantageuse, je pense qu'il serait en mesure de venir un peu appuyer l'attaque des joueurs un petit peu plus de talent, puis un petit peu plus qui ont plus de capacité de finition, en guillemets. Puis c'est un peu dommage dans son cas, parce que il a été les 2 tournois qu'il avait fait de U18, il avait juste pas été bon. Puis c'est ça un peu on questionne aussi parce que si jamais contre les meilleurs de son pays, les meilleurs internationaux, les meilleurs de son groupe d'âge, il n'est pas capable de ressortir, c'est sûr que ça amène un petit peu de questionnement. Mais je pense qu'encore une fois, dans la saison, il a montré qu'il était capable quand même de prendre cette pression-là puis d'avoir vraiment le poids d'une équipe sur ses épaules. Donc, idéalement, je le verrais à l'aile. Là. Je sais qu'il a pris quand même beaucoup de mises en jeu cette saison. Mais idéalement, je le verrais un peu plus à l'aile, limiter un peu ses distances peut-être par rapport au filet, puis un peu moins de responsabilité, même si, encore une fois, il est bon sur 200 pieds. Mais je pense que peut-être plus facile de le projeter dans un middle six si on le met à l'aile
puis lui enlever des gros match-ups contre des centres de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Donc ça, peut-être, ça serait une projection que je verrais du côté de Tanner Hall, parce que je pense qu'il y a de l'attaque en lui qui mérite de se faire, en tout cas au moins, tu sais, mettons, il se fait sélectionner en deuxième ronde, je pense qu'il y a quelque chose côté offensif qui risque de ressortir pour lui quand il va arriver dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, tu sais. Je les compare pas, là, mais tu sais, c'est pas une comparaison un pour un, mais tu sais, un genre de Sean Farrell, un peu, si on se fie aux Rockets puis aux Canadiens, c'est un gars qui est quand même plus petit, mais qui est capable de trouver des façons de contribuer offensivement. Donc, peut-être qu'Hall va devenir un joueur, un genre de joueur comme ça, puis après, ben, est-ce qu'il peut amener ça dans la Ligue nationale aussi? Ben, ça sera à voir, mais en attendant, moi, je l'ai 22e sur ma liste.